Depuis l'enfance, on vous a appris que posséder votre propre maison, c'est réussir. C'est la stabilité. C'est la preuve que vous avez bien fait les choses. Vos parents l'ont dit. Vos grands-parents aussi. La société entière vous a répété ce message comme si c'était une vérité universelle, gravée dans la pierre indiscutable. Mais personne ne vous a jamais demandé: est-ce que cela a vraiment du sens pour vous maintenant, à ce moment de votre vie? Personne ne vous a expliqué à quel moment acheter une maison peut devenir la pire décision financière que vous puissiez prendre. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Pas pour vous décourager d'acheter, pas pour vous dire que la propriété est toujours une erreur. Mais pour vous donner ce que la plupart des gens n'ont jamais eu, une vision claire, rationnelle et honnête sur ce que représente réellement l'achat immobilier dans votre vie financière. Parce que prendre une décision aussi importante sans comprendre tous les mécanismes en jeu, c'est naviguer en pleine mer sans carte ni boussole. Il faut commencer par comprendre pourquoi cette croyance est si profondément ancrée. L'idée que posséder son logement est synonyme de réussite ne vient pas de nulle part. Elle a des racines historiques, culturelles et émotionnelles très puissantes. Pendant des générations, la terre et les murs représentaient la survie. Posséder un toit, c'était ne pas dépendre d'un seigneur, d'un propriétaire, d'un étranger. C'était l'autonomie, la liberté. Dans ce contexte historique, l'achat d'une maison avait une valeur existentielle qui allait bien au-delà de la finance. Mais nous ne vivons plus dans ce monde-là. L'économie a changé, le marché du travail a changé, la mobilité professionnelle, les crises économiques, les taux d'intérêt variables, les structures familiales, tout cela a évolué de manière radicale. Et pourtant, la croyance, elle, n'a pas bougé. On continue d'acheter des maisons pour des raisons émotionnelles, sous la pression sociale, pour prouver quelque chose à soi-même et aux autres, sans jamais vraiment faire les calculs. Et c'est là que commence le problème. Imaginez deux personnes. La première, appelons-la Claire, décide à 30 ans d'acheter un appartement. Elle contracte un crédit immobilier sur 25 ans. Elle est fière. Elle a l'impression de construire quelque chose. La deuxième, appelons-la Thomas, décide de continuer à louer et place chaque mois la différence entre son loyer et ce qu'aurait été sa mensualité de crédit dans un investissement.
Après 25 ans, qui est dans la meilleure situation financière? La réponse n'est pas évidente. Et c'est justement là le cœur du sujet. Claire possède un appartement, mais elle a payé pendant 25 ans des intérêts bancaires qui peuvent représenter, selon les taux, entre 40% et 80% du prix initial du bien. Elle a payé des charges de copropriété, des taxes foncières, des travaux de rénovation, une assurance habitation propriétaire et parfois une assurance emprunteur coûteuse. Sans oublier les frais de notaire à l'achat, qui représentent entre 7% et 8% du prix dans l'ancien. Thomas, lui, a peut-être moins de symboles à montrer. Il ne possède pas de biens au nom propre, mais si sa discipline a été constante, son capital financier après 25 ans peut très bien dépasser la valeur nette de l'appartement de Claire. Ce scénario n'est pas une certitude, c'est une variable. Et c'est justement ce que les gens ne comprennent pas. L'achat immobilier n'est pas automatiquement supérieur à la location. Cela dépend du contexte, du marché, du moment, de la durée d'occupation, du taux d'intérêt, de la capacité d'épargne de chacun, et de dizaines d'autres facteurs. Parlons maintenant de ce que personne ne vous dit clairement au moment où vous signez votre contrat de crédit. Quand vous achetez un bien immobilier à crédit, les premières années, vous ne remboursez presque que des intérêts. Le capital, lui, diminue très lentement au début. C'est le mécanisme de l'amortissement. Si vous revendez votre bien 5 ou 8 ans après l'achat, il est possible que vous ayez remboursé beaucoup d'argent à la banque tout en ayant peu réduit votre dette réelle. Ajoutez à cela que les prix de l'immobilier ne montent pas toujours. Dans certaines villes, dans certaines périodes, les prix peuvent stagner ou même baisser. Une maison achetée au mauvais moment, dans une zone qui perd de l'attractivité, peut vous faire perdre de l'argent de manière significative. Et il y a encore autre chose que les gens oublient systématiquement, le coût d'opportunité. C'est le concept qui dit que chaque euro immobilisé dans votre apport personnel ou dans vos mensualités de crédit est un euro que vous n'avez pas investi ailleurs. Ce n'est pas une perte visible, c'est une perte silencieuse, mais elle est réelle. Si vous êtes en train de vous dire « mais louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres », je vais vous demander de suspendre cette pensée quelques instants. C'est l'une des phrases les plus répandues dans les discussions sur l'immobilier, et c'est aussi l'une des plus trompeuses. Louer, c'est payer pour avoir accès à un logement. C'est une dépense, oui.
Mais acheter à crédit, c'est aussi payer pour avoir accès à ce même logement, sauf que vous payez en plus les intérêts bancaires, les charges, les travaux et les taxes. En termes purement financiers, louer peut être moins coûteux qu'acheter pendant une longue période, surtout dans des marchés où les prix sont élevés par rapport au loyer. La vraie question n'est pas est-ce que je jette l'argent en louant, mais est-ce que le coût total de l'achat sur ma durée d'occupation est justifié par rapport à mon alternative? Et ça, c'est un calcul que très peu de gens font. Il existe une règle empirique utilisée par certains analystes financiers. Si le rapport entre le prix d'achat d'un bien et le loyer annuel équivalent dépasse un certain seuil, acheter n'est pas rentable à court terme. Ce seuil varie selon les marchés, mais l'idée est simple. Si vous devez payer 20 ou 25 années de loyer pour acquérir un bien et que vous prévoyez d'y rester moins de 10 ans, la location peut être financièrement plus avantageuse. Ce n'est pas une règle absolue, c'est un outil de réflexion. Mais c'est le genre d'outil que les gens devraient utiliser avant de signer, pas après. Voici un autre angle que peu de personnes considèrent sérieusement, la flexibilité. Dans une économie moderne, la mobilité est une ressource précieuse. Les opportunités professionnelles ne se trouvent pas toujours là où vous avez acheté votre maison. Un déménagement dans une autre ville, voire dans un autre pays, peut multiplier votre revenu ou transformer votre carrière. Quand vous êtes propriétaire, déménager est complexe, coûteux et long. Vous devez vendre ou louer votre bien. Si le marché est défavorable au moment où vous voulez partir, vous pouvez être bloqué. Cette immobilité peut vous faire manquer des occasions importantes. La liberté de mouvement a une valeur financière réelle, même si elle ne s'affiche pas sur un bilan. Revenons sur les croyances communes pour en examiner quelques-unes avec plus de précision. Première croyance, la maison prend toujours de la valeur avec le temps. C'est partiellement vrai dans certaines zones urbaines très demandées, mais c'est faux dans de nombreuses régions. Les maisons vieillissent, se dégradent, nécessitent des investissements constants. La valeur d'une maison n'augmente pas comme par magie. Elle dépend de l'emplacement, de l'entretien, de l'évolution démographique de la zone, des politiques locales et de nombreux autres facteurs externes que vous ne contrôlez pas. Deuxième croyance, à la fin du crédit, j'aurai quelque chose à moi. C'est vrai.
Mais ce que vous aurez à la fin, c'est un bien qui aura vieilli de 25 ans, qui aura nécessité des milliers d'euros de travaux, et dont la valeur dépendra entièrement du marché au moment où vous voudrez le vendre ou le transmettre. Ce n'est pas une garantie de richesse, c'est un actif parmi d'autres, avec ses propres risques. Troisième croyance, louer, c'est enrichir son propriétaire. Tout échange économique comporte ce principe. Quand vous achetez une voiture, vous enrichissez le constructeur. Quand vous ouvrez un compte en banque, vous permettez à la banque de travailler avec votre argent. Payer pour un service ou un bien n'est pas une perte en soi. La question est toujours, est-ce que c'est la meilleure utilisation de mes ressources à ce moment précis? Il y a des moments où acheter une maison a parfaitement du sens. Il faut être honnête là-dessus. Si vous avez une stabilité professionnelle et géographique solide, si les taux d'intérêt sont raisonnables, si le marché local est sain, si votre apport personnel est suffisant pour ne pas surcharger votre capacité d'endettement, si vous avez une épargne de sécurité en dehors de l'achat et si vous prévoyez de rester dans ce bien pendant au moins 10 à 15 ans, alors l'achat peut être une décision financièrement judicieuse. Mais si vous achetez parce que vous avez peur de perdre du temps, parce que vos parents vous poussent, parce que vous voulez avoir quelque chose à vous, parce que vous voulez paraître stable aux yeux des autres, ou parce que tout le monde autour de vous achète, alors vous prenez une décision émotionnelle déguisée en décision financière. Et les décisions émotionnelles sur des engagements de 25 ans peuvent avoir des conséquences très lourdes. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire concrètement, quelle que soit votre situation actuelle. Si vous envisagez d'acheter, commencez par faire un vrai calcul total, pas seulement la mensualité. Incluez les frais de notaire, les intérêts totaux sur la durée du crédit, les charges prévisionnelles, les travaux éventuels, les taxes annuelles et l'assurance. Comparez ce total au coût de location du même type de bien sur la même durée. La différence vous donnera une image beaucoup plus réaliste de ce que vous payez réellement. Ensuite, évaluez honnêtement votre stabilité à long terme. Votre emploi est-il solide? Votre situation familiale est-elle stabilisée? Avez-vous des projets de mobilité dans les prochaines années? Répondre à ces questions avec lucidité vous évitera de vous retrouver à revendre en urgence dans de mauvaises conditions.
Si vous louez et que vous souhaitez construire un patrimoine en parallèle, regardez ce que vous faites avec la différence entre votre loyer et ce qu'aurait été un crédit équivalent. Si cette différence dort sur un compte courant sans rapporter rien, vous perdez réellement une opportunité. L'investissement régulier, même modeste, dans des actifs diversifiés, peut construire un patrimoine significatif sur le long terme, sans vous immobiliser dans un seul bien. Je veux vous parler d'un dernier point, et c'est peut-être le plus important. La maison est devenue un symbole, un signe extérieur de réussite, de maturité, de responsabilité. Et c'est précisément ce symbolisme qui rend la décision si difficile à prendre avec clarté. Quand une décision financière est liée à votre identité, à votre image, à votre sentiment de valeur personnelle, elle cesse d'être une décision financière. Elle devient émotionnelle. Et vous pouvez vous retrouver à défendre ce choix, non pas parce que les chiffres sont bons, mais parce que remettre en question ce choix, c'est remettre en question une partie de vous-même. C'est pour ça que des gens surendettés continuent à tenir à leur maison même quand elle les étouffe financièrement. C'est pour ça que des familles sacrifient leur épargne, leur confort de vie, leurs projets pour maintenir une façade de propriétaire. Non pas parce que c'est rationnel. Mais parce que lâcher, c'est admettre quelque chose qu'ils n'arrivent pas à accepter. Si ces réflexions vous parlent, si vous sentez que vous prenez vos décisions financières avec plus de clarté que la moyenne, c'est peut-être que vous faites déjà partie d'une façon de penser différente. Esprit de valeur existe justement pour ça, pour que ces questions trouvent un espace où elles peuvent être posées sérieusement. Continuez à y revenir. La vraie liberté financière ne ressemble pas à une maison avec un jardin. Elle ressemble à des choix faits en pleine conscience, sans pression sociale, sans illusion, sans dette, qui vous dictent comment vivre. Posséder peut être une excellente décision, mais posséder pour les bonnes raisons au bon moment, avec les bonnes bases, c'est une autre histoire. La question que vous devriez vous poser n'est pas « quand vais-je acheter ?» La vraie question est « pourquoi est-ce que je veux acheter ?» Et est-ce que ce choix sert vraiment ma vie financière ou seulement mon besoin d'appartenir à une image? La réponse à cette question vaut plus que n'importe quelle surface habitable.